les horaires. Donc, bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire consacré au design, le design au service de l'expérience patient. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Coirier, qui est co-responsable du LABA. Elle va nous dire ce que c'est au GHU Paris Psychiatrie Sainte-Anne. Et avant de lui donner la parole, vous échapperez pas au traditionnel tour de présentation de l'IFEP, parce qu'il y a toujours quelques personnes qui nous rejoignent et qui découvrent notre association, l'Institut français de l'expérience patient. Et donc, en quelques mots, je vais me permettre de nous présenter. Alors, je commence toujours par la définition de l'expérience patient. Ça prend un tour intéressant quand on veut parler de design, parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'ensemble des interactions et des situations vécues par une personne ou son entourage au cours de son parcours de santé. Je pense que ça fait particulièrement écho aux approches design, et cette définition qu'on donne depuis un moment maintenant s'accorde sans doute assez bien avec la logique design, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. L'IFEP, c'est quoi? C'est un laboratoire d'idées, c'est une maison commune dans laquelle chacun et chacune d'entre vous peut venir apporter sa contribution. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à rassembler des connaissances sur ce thème de l'expérience patient. On essaye aussi d'accompagner, de mobiliser les professionnels qui veulent avancer, et c'est ce qu'on fait à travers ces webinaires en partageant des pratiques à la fois individuelles et collectives. On accompagne des établissements par la formation et par du conseil dans leurs projets de transformation. Et enfin, on essaie d'explorer tous les canaux possibles pour faire participer les patients, les proches à ces démarches. En 2020, on a exploré différents groupes de travail et justement, j'en profite pour vous relancer puisqu'en 2021, on aura de nouveaux travaux thématiques. Donc, ceux qui nous suivent, ceux qui sont membres, pourront apporter une contribution. Donc, on est demandeur des thèmes qui vous sont chers, ceux sur lesquels vous souhaitez qu'on consacre de l'énergie. On va bientôt sortir un document sur l'expérience des proches, et ça nous paraît un sujet d'autant plus important dans le contexte de crise sanitaire que nous vivons. On va également bientôt sortir celui sur l'expérience administrative et hôtelière, peut-être l'imagerie, et on va continuer à faire avancer nos sujets sur lesquels on a travaillé au cours de l'année 2020 et au début d'année 2021. Donc, vous pouvez évidemment devenir membre de l'IFEP, ça, on l'a dit. On a tout un travail qui est mené aussi autour de la formation des professionnels de santé, et notamment sur la dimension mise en œuvre de la prise en compte de l'expérience patient dans votre établissement. Ça, c'est pour les professionnels de santé qui veulent se former. Et on a même développé une version tout à distance. Donc, voilà, c'est une nouvelle modalité de déploiement de nos formations. Avant de commencer, de donner la parole à Marie, ce que je trouve intéressant de rappeler, c'est que, au-delà de la définition stricte que j'ai rappelée de l'expérience patient, on insiste souvent sur le fait qu'on peut aborder l'expérience patient de différents angles. Il y a un premier angle qui est celui des questionnaires, des formulaires, comme les Américains utilisent le HCAPS. C'est une manière d'appréhender auprès des patients ce qu'ils ont vécu, leur expérience. On peut également mener des observations sous différents angles. Et à l'IFEP, on a pas mal exploré la notion de narratif et de récit, ce que les patients peuvent eux-mêmes partager de leur expérience. Et donc, un peu en préambule, j'aurais tendance à dire, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi comment le design peut intervenir sur ces différents angles d'approche de l'expérience patient. Et ce sera intéressant que vous soyez, comme vous l'êtes à chaque fois, le plus participatif possible, que vous puissiez nous donner à la fois vos questions, vos interrogations, mais aussi vos expériences. Et donc, Marie a la lourde charge de nous aider à répondre à certaines de nos questions aujourd'hui sur ce thème, à commencer par Marie, c'est quoi le design? Voilà, je te passe la parole. Merci Ama, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre intérêt pour cette question qui nous préoccupe.
Commencer par définir le design, c'est pas simple. Alors, je vais m'en tenir à une définition assez pragmatique. D'abord, le design, c'est une profession, une discipline de conception qui est à mi-chemin entre le monde de la culture, de la création et celui de l'industrie. Donc à mi-chemin entre culture et industrie. L'objectif du design, c'est de concevoir des produits, des espaces, des services. Il y a une diversité de métiers dans ce grand chapeau qu'est le design. Le point de vue, la focale du design est vraiment centré sur les usages. Donc, quand on parle de conception orientée utilisateur, c'est un peu un fait naturel du design que de se saisir de l'expérience, de l'observation des usages des parties prenantes des projets, parce que c'est ça qui alimente la conception du cahier des charges en design. Donc, il y a une utilisation assez intensive de l'observation, de l'immersion et plus généralement des démarches ethnographiques adaptées bien sûr aux tenants et aux aboutissants d'un projet de design qui vise à aboutir à la conception d'un projet. Donc il faut vraiment retenir ça. On dit souvent, pour expliquer notre métier aux hospitaliers, parce que j'en viendrai tout à l'heure au LABA, moi je fais partie d'une équipe qui travaille en intégré dans un hôpital, que nous ne sommes pas spécialistes du champ sanitaire, nous sommes spécialistes du projet. Donc notre métier, c'est de passer des idées au projet, d'aider à faire advenir, alimenter, inspirer des idées et de les faire évoluer jusqu'à la mise en œuvre d'un projet en passant par des étapes qu'on pourra décrire, de visualisation, de tests, d'expérimentation, mais jusqu'à la mise en place et parfois au développement, à la diffusion du coup de manière un peu plus large de ces projets. Donc, on s'appuie sur la compétence, sur l'expérience, les savoir-faire de tous nos collègues hospitaliers. Concrètement, ça va être pour les professionnels, les équipes soignantes, les équipes médicales, les professionnels de la maintenance, de la logistique, etc. Et bien sûr, sujet maître ici, l'expérience et les compétences des patients et des familles qui sont, eux, détenteurs de savoir et de savoir-faire, de savoir expérientiel, qui sont indispensables pour pouvoir concevoir des cahiers des charges qui soient dans les clous et même au-delà des cahiers des charges, de pouvoir être associés de manière plus active à la mise en œuvre des projets. Donc voilà, si je dois résumer, qu'est-ce que c'est que le design? C'est une activité de conception, qu'elle est centrée sur l'usager au sens très large, les parties prenantes, qu'elle se base sur une observation approfondie des usages et qu'elle est même dans des champs spécialisés comme pour nous qui sommes designers à l'hôpital, elle reste ouverte à 360 degrés, parce que c'est là qu'elle porte ses fruits, quand on est vraiment dans des approches les plus à l'écoute, les plus larges possibles. Donc c'est pour ça qu'on se situe, nous, à l'hôpital, vraiment en tant que designer. On ne parle pas forcément de designer médical ou de designer spécialisé en santé. On reste vraiment pleinement des généralistes, même si, évidemment, on est très imprégné de notre écosystème sanitaire. Merci beaucoup, Marie, de ces premiers éléments. Alors, pour ceux qui nous suivent, ils ont entendu parler de design à l'occasion de hackathons, de créathons. Ils ont entendu parler de design thinking en termes de méthodologie d'intervention, peut-être quelques-uns de design de parcours. On se rend compte aussi que dès qu'on approche des notions de technologie, et Dieu sait qu'aujourd'hui on utilise beaucoup des applications pour faciliter les interactions entre patients soignants ou entre soignants. Donc là, on fait intervenir des UX designers. Donc, on voit que le design a aussi différents contextes de mise en œuvre. Est-ce que tu peux nous donner aussi un éclairage sur ces différentes modalités, ces différents contextes? Je ne sais pas comment on doit dire. Alors, peut-être distinguer marche. Il y a
je dirais, la démarche professionnelle des designers de métier et une démarche design qu'on appelle souvent maintenant le design thinking, le pensée design, qui est beaucoup plus large en fait et beaucoup plus inclusive et ne concerne pas que les designers strictement de métier. Donc, effectivement, aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de design. C'est pour le mieux, je m'en réjouis. Néanmoins, il y a une diversité de démarches. Déjà, je reviendrai peut-être à une acception la plus courante du design quand chez nous, auprès de nos 5500 collègues, on présente notre métier. On sait que la première appréhension, c'est design égale style, égale luxe, égale mobilier. Donc, c'est vrai que dans le grand public, une première compréhension du design, c'est déjà celle qui est associée au style. On parle d'ailleurs même souvent d'un style design. C'est design, voilà. Donc ça, c'est une première compréhension qui n'est pas fausse, bien sûr, mais qui est pas du tout représentative de l'ensemble des métiers, de l'ensemble des démarches autour du design. En tout cas, c'est celle qui est la plus médiatisée parce que on peut y associer des noms. Vous connaissez peut-être voilà, Philippe Stark, les frères Bouroulec, Nathalie Crasset, Patrick Join, pour ne prendre que des Français. Donc, des signatures. Mais ces signatures, en fait, souvent, elles sont un peu trompeuses parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a quelques noms, mais en fait, une écrasante majorité de professionnels qui sont discrets et qui sont inscrits dans la conception de produits, de services, d'espaces que l'on fréquente au quotidien sans savoir que des designers sont impliqués dans la démarche de conception. Pourquoi je parle d'une démarche de conception? Parce que les designers ne travaillent pas seuls. Je vais commencer à vous mettre un peu sur la voie tout à l'heure en parlant de la collaboration avec les professionnels et les patients à l'hôpital, les logisticiens, les techniciens, etc. Les designers discrets, ceux dont vous utilisez les applications, les espaces, les services et les produits tous les jours, ils sont intégrés à des équipes pluridisciplinaires. Et ça, c'est vraiment un point important du métier du design, c'est que c'est un métier qui travaille bien en contact avec d'autres approches et disciplinaires. Donc, c'est très souvent les métiers de designer intégré collaborent classiquement avec l'ingénierie, l'architecture, le marketing, la communication, l'ergonomie, etc. Voilà, donc pour la partie professionnelle du design, donc j'étais quand même revenue sur l'acception design égale style parce que c'est quand même la plus couramment perçue. Maintenant, il y a une diffusion plus large des démarches du design diffusées par les théories du design thinking qui sont volontiers méthodologiques. En sciences de gestion, on étudie depuis longtemps, en fait, dans les théories de la conception, comment travaillent les designers et qu'est-ce qu'on peut extraire, en fait, de la démarche professionnelle, des outils professionnels du design, qu'est-ce qu'on peut extraire des outils stricts des designers et mettre à profit d'autres espaces et d'autres personnes. Donc, c'est toutes les théories du design thinking. Elles visent, si je les caricature un petit peu, une approche un peu plus humaniste, un peu plus créative et surtout plus participative dans la résolution de problèmes. Donc, elles ont vraiment extrait ce qui faisait l'essence méthodologique de la démarche projet du design. Et elles les ont inscrites au service d'autres enjeux, notamment dans la conduite de projet, dans le management de projet. Donc maintenant, on enseigne assez couramment le design thinking dans les écoles de management, dans les écoles de commerce. Et donc, c'est vraiment une approche qui se diffuse. Néanmoins, elle n'exonère pas de travailler avec des designers, mais on travaille d'autant mieux avec des designers que le terrain est fertile. Et le terrain est fertile quand il est labouré, si j'ose dire, je file ma métaphore agricole, par des traducteurs. Et qui sont ces traducteurs? Je sais qu'il y en a parmi vous dans le public. Ce sont des personnes qui se sont déjà formées, essayées aux techniques, aux approches, à la philosophie du design et qui savent la traduire dans leur milieu professionnel. Donc, l'une des vertus précieuses à ces formations au design
thinking dans les écoles de management, les écoles de commerce et maintenant aussi dans de grandes écoles de la fonction publique, je pense à l'ENA, à l'INET, à l'EHESP, c'est de pouvoir former au plus tôt des futurs leaders, des cadres, des managers à la méthodologie, l'approche tant philosophique que méthodologique du design pour être capable d'écrire des commandes et de manager des compétences. Donc, si je dois schématiser, c'est ma définition à moi, elle n'est pas forcément figée comme ça dans la littérature. C'est qu'il y a ces traducteurs et ces passeurs qui sont des excellents managers des compétences du design et surtout des très bons traducteurs et facilitateurs dans leur milieu professionnel. Et il y a donc ces designers qui sont les concepteurs dont je parlais tout à l'heure, qui travaillent d'autant mieux dans des milieux nouveaux. L'hôpital est un milieu nouveau pour le design, qu'ils ont des interlocuteurs en interne. Et comme tu parlais des hackathons, je préciserai juste qu'il y a un certain nombre d'événements un peu dans un temps court, comme ça, de résolution de problèmes, d'innovation sur des questions qui permettent aussi de diffuser sous un format court dans des équipes pluridisciplinaires. Cette démarche du design, pour moi, c'est un peu comme des graines qu'on sème et qui donnent peut-être envie parfois d'en savoir plus, de se former, etc. Donc, ils ont vraiment, les hackathons, cette vertu de pouvoir diffuser, faire connaître et donner envie de se former, d'en savoir plus, etc. Alors, là encore, en t'entendant, on voit toutes les composantes qui relèvent de ce concept du design. C'est effectivement éclairant de voir comment ça s'associe en transversalité avec d'autres disciplines. Et justement, la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment quand on veut appréhender des enjeux autour de l'amélioration de l'expérience des patients, on peut mobiliser cette pensée design, ces concepts du design, quelles sont les manières de le faire et avant tout, pourquoi on pense que le design a une propriété qui lui permet d'être une valeur ajoutée quand on cherche à améliorer l'expérience des patients. Je parlais du design de parcours tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on entend souvent et c'est vrai que la notion de parcours de santé s'est imposée progressivement dans le vocabulaire de l'écosystème de santé. Donc typiquement, est-ce que le design peut aider à formaliser, améliorer ces parcours avec une mise en perspective de ce que vit le patient, parce que quelque part, l'expérience patient, comme on le voyait dans la définition tout à l'heure, c'est bien de partir de ce que vit la personne, elle, dans son écosystème, elle et ses proches, et de se dire, voilà, comment on peut améliorer les choses pour elle. Alors, ta question me permet d'extraire 3 caractéristiques d'une démarche de design que je vais un peu approfondir. La première, c'est la pensée et la conception à l'échelle systémique. La deuxième, c'est la mise en œuvre et la mise en outil de l'empathie. Et la dernière, c'est les vertus des outils de visualisation et d'expérimentation. Donc, c'est pas forcément dans l'ordre d'une démarche de design, mais je vais les prendre quand même dans cet ordre-là. Le premier, donc le travail à échelle systémique. Il y a une sous-discipline du design qui s'est beaucoup imposée ces dernières années en France et qui avait pris un peu d'avance avant dans les pays anglo-saxons et en Scandinavie, c'est la démarche du design de service. Très très schématiquement, on conçoit pas des produits comme on conçoit pas des services comme on concevait des produits avant. Le design, voilà, lui aussi, c'est spécialisé avec la montée en puissance de l'économie des services et il a étendu son champ d'action à une échelle beaucoup plus large, beaucoup plus systémique, plus complexe et plus multifactorielle et multi-acteurs. Donc, pourquoi cette ouverture plus large se prête bien à la notion de parcours de patient? C'est parce que quand on prend une question comme, je vais prendre un exemple, la question de l'accueil, sur laquelle on travaille pas mal en ce moment à l'hôpital. L'accueil, on aurait tort de penser qu'il s'agit simplement d'une séquence à l'arrivée.
de la personne. L'accueil, en fait, c'est une question tout au long de la prise en charge d'une personne. On est accueilli avant même d'avoir posé les pieds à l'hôpital par un courrier, par un coup de téléphone, par la présentation d'une application qui vous explique comment vous allez être, à quoi ressemblent les admissions à l'hôpital, comment vous allez être accueilli, etc. Après, vous arrivez sur place, vous repérez les lieux, vous rencontrez une première personne qui vous confirme que vous êtes bien arrivé, vous passez à gauche, à droite, vous allez vous asseoir. Voilà, je ne vais pas citer le nombre d'étapes, mais on peut comprendre en fait que ce processus d'accueil, en le regardant à la loupe, il se décompose en une séquence composée de multiples temps, que ça se passe du coup avant même d'être arrivé, ça se passe sur place, ça se passe pendant la prise en charge et au moment de la sortie, que quand on rate la sortie, on peut dire qu'on a vraiment aussi raté l'expérience d'accueil au sens large. Donc, toute question que l'on prend, on la prend avant, pendant et après. C'est-à-dire qu'on va vraiment regarder très largement tout ce qui se passe voilà, avant que la personne soit arrivée sur place et après quand elle revient à son domicile. Et on va analyser donc avec des outils que vous avez peut-être déjà vu passer, qui sont les frises chronologiques, les lignes de temps, les timelines où on découpe les séquences d'accueil, où on va détailler qui j'ai rencontré, dans quel endroit je me suis trouvée, avec quelle était l'interface qui m'était proposée, un document, une application, c'était une interface humaine, donc comment j'ai été en contact avec le service dont je bénéficie. Et ma courbe émotionnelle dans tout ça, est-ce que ça s'est bien passé, moins bien passé, là j'étais dans le flou, je ne savais plus où me diriger, etc. Donc on va présenter d'une manière organisée et rationnelle ce qui en vérité n'est que la somme d'une série d'interactions entre des personnes et des espaces, des personnes et un service. Voilà, donc il y a vraiment cette ouverture large, la prise en compte de tout ce qui entre dans un processus et la capacité à la représenter, à l'organiser de manière digeste et méthodique, en essayant de décrypter tout ce qui s'est passé en regardant à toutes les échelles, espace, interaction, modalités utilisées, etc. Donc ça, c'était pour la partie systémique. Un point quand même, je vous ai mis sur la voie tout à l'heure en disant qu'on travaille pas seulement avec les professionnels et les patients, mais aussi avec tous les professionnels qui sont impliqués dans la maintenance, dans les parties souvent invisibles de tout service. Travailler à l'échelle systémique, c'est aussi travailler avec les techniciens de maintenance, avec les ingénieurs chargés de la mise en œuvre des outils, de leur installation. Donc, ce travail, il implique de considérer un écosystème d'acteurs variés. Les représentations schématiques, vous en avez déjà vu de ces cartographies des acteurs, elles sont souvent concentriques. On va partir du cœur. Alors au cœur, il y a les patients et les familles. Le deuxième cercle, la plupart du temps, c'est les professionnels de santé. Le troisième cercle, vous allez avoir les professionnels chargés les parties techniques, de maintenance, de logistique. Le quatrième cercle, vous allez avoir les acteurs de la ville. Enfin voilà, généralement, on travaille à cette échelle écosystémique. Si on oublie de travailler sur l'une de ces échelles,
On revient 6 mois plus tard et il ne s'est rien passé. Je pense que vous avez tous vu, par exemple, des bornes d'accueil tactiles débranchées, vides, avec personne devant, parce qu'on a raté une étape. On a raté, par exemple, d'inclure la direction de la formation, par exemple, pour former les agents à utiliser ce type d'outils. Donc, on n'a pas raté certains de ces cercles parce que la borne existe, mais par contre, on avait négligé d'associer certains acteurs. Donc, voilà, ça, c'est vraiment important pour qu'un projet à cette échelle systémique fonctionne. Il y a vraiment une mise en réseau solide de l'ensemble des acteurs impliqués à opérer. Et pour ça, il faut les avoir repérés, identifiés et mobilisés. Donc, voilà, il y a ce type de représentation qui aide à se repérer. Donc, voilà, pour l'échelle, le travail à l'échelle systémique. Maintenant, je voudrais revenir sur l'empathie. Alors, les designers ne sont pas évidemment les seuls à être capables de mobiliser des méthodes et des ressources pour entrer en contact, mettre en confiance. En tout cas, ils ont développé les leurs à partir d'un métissage issu des sciences humaines et sociales, de la psychologie comportementale, avec des ressources créatives qui sont celles du design. Donc très concrètement, il est bien sûr question de rencontres, d'observations, d'entretiens, mais aussi beaucoup de mobilisation d'outils pour faciliter l'entrée en relation. Les questions de santé sont des questions sensibles. Je travaille pour ma part en psychiatrie. Vous n'utilisez pas les mêmes outils d'entrée en matière, d'entrée en dialogue avec les patients très fragiles, parfois très fatigués par les médicaments, que vous le feriez avec un usager des transports en commun ou voilà, encore dans un autre contexte. Donc, il y a vraiment un enjeu d'adaptation des outils et d'avoir vraiment ce recours à des outils qui peuvent être la visualisation, qui peuvent être des outils narratifs divers et variés, le recours à la vidéo, le recours à des maquettes. Donc, il n'y a pas une manière figée d'intervenir. D'ailleurs, on aurait tort de la figer parce qu'il y a X situations, X sensibilités. Donc, la manière de mobiliser l'empathie en design, ça va être vraiment de concevoir des outils spécifiques pour animer ces temps d'échange en fonction des publics qu'on a en face, y compris les publics les plus fragiles, les plus intimidés aussi, parce que ça ne va pas de soi, en fait, d'intégrer une démarche de concertation, de se raconter, de se livrer. Donc, je parlais de mettre en confiance tout à l'heure. Il y a un vrai enjeu d'abord à instaurer une confiance, instaurer un dialogue et mettre en capacité en face les personnes, les patients, puisqu'on parle des patients, à être actifs dans le dialogue, à pas se laisser dévorer par une timidité, une inquiétude ou alors une volonté de bien faire qui va biaiser les retours. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire. On parle souvent d'aménager un espace de participation et j'aime bien ce terme parce que ça ressemble vraiment en fait à ce qui se passe. On aménage un espace de confiance, un espace de dialogue, un espace de création, mais parfois c'est vraiment au fil d'une relation qui se tisse, ça vient pas tout de suite. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie sur l'empathie? C'est qu'il y a une diversité de techniques, d'outils, qu'elles sont voilà, 100 fois sur le métier, elles sont remises à jour, renouvelées et peaufinées en fonction des questions qu'on a à poser, des contextes dans lesquels on les pose et des usagers qu'on a en face. Et pour ça, c'est intéressant de mobiliser les outils du design qui sont des outils créatifs, versatiles, qui peuvent prendre toutes les formes qu'on veut en fonction de ce qu'on attend à ce moment-là. Donc, j'ai parlé du travail à l'échelle systémique, j'ai parlé de l'empathie et mon dernier point, c'était, tu l'as noté, Ama. Je t'entends pas. Pardon, excuse-moi. Oui, désolé. Non, tu as dit échelle systémique, empathie, et c'était pas en pratique, justement
Pardon, excuse-moi, j'ai perdu le fil de mes idées. Mon La dernier vertu des point. outils de visualisation. Oui, voilà, ça y est, merci. Merci à Maria qui nous aide Et avec qui ça. suit. Merci. Merci beaucoup. Alors, les outils de visualisation. Voilà, on pourrait se dire, ouais, c'est sympa, le design, il y a plein de belles images, tout ça. Et bien, en fait, ces belles images, elles ne sont pas là que pour décorer, elles sont infiniment utiles et importantes. J'ai commencé à le dire euh, pour soutenir les échanges, pour soutenir le dialogue avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de rejoindre voilà, des espaces de concertation, des espaces de conception, qui n'ont pas l'habitude de se raconter. Et d'autant plus quand on travaille sur des projets prospectifs, nouveaux, où tout est à bâtir. Donc, je voudrais dire que une des caractéristiques de la démarche du design, c'est de mobiliser des formes visuelles diverses et variées. Encore une fois, le recours au dessin, qui est un petit peu la base de la formation en design, n'est pas obsolète en fait. Nous, c'est un outil au LABA, je vous en dirai quelques mots, qu'on continue à utiliser énormément. Le fait de pouvoir dessiner des scénarios, dessiner des espaces, dessiner des situations pour soutenir le dialogue. Pourquoi? Parce que quand on parle de projets nouveaux, de projets qui n'existent pas, quand on a besoin d'aider à exprimer des idées qui s'expriment par des mots difficilement, le recours à des formes visuelles, donc encore une fois, petites vidéos, dessins, parfois maquettes, ça soutient le dialogue, ça soutient l'inclusion aussi dans une conversation parce qu'on a tous sous les yeux le même objet. Donc, c'est des outils qui sont assez puissants parce qu'ils permettent vraiment, en termes d'ergonomie, d'améliorer l'accessibilité, l'intégration de toutes les parties prenantes au projet, d'améliorer la compréhension de l'objet dont on parle, parce qu'on est capable de le dessiner, de le croquer, de le modéliser pour l'avoir sous les yeux. Et ça paraît être anecdotique, mais en vérité, ça soutient énormément les démarches de projets autour de l'expérience patient, parce qu'on est souvent sur des réflexions sur des projets nouveaux, des choses qui n'existent pas, des choses qui sont difficiles à exprimer. Donc, on utilise voilà, beaucoup de formes de modélisation, beaucoup de maquettes aussi, où chez nous, on utilise quand on parle par exemple de la rénovation d'un espace, on ne va surtout pas utiliser de plans d'architecte, parce que les plans d'architecte, vous imaginez bien, ça parle aux ingénieurs, aux techniciens, aux architectes. Mais bien souvent, les patients, mais aussi les professionnels sont perdus. Donc, nous, on va faire des maquettes très didactiques avec des formes qui sont à bouger. Je pense que si vous avez participé à des hackathons, vous avez déjà vu des Playmobil, des Lego, etc. On dit à tort, ils se sont bien amusés, ils se sont fait mumuse parce que ça a l'air sympa. Mais en fait, certes, c'est sympa, mais déjà, en fait, avoir envie d'entrer dedans, c'est une première étape. Un plan d'architecte avec des gaines de désenfumage, ça donne souvent pas très envie d'aller dedans, sauf quand bien sûr, on est capable de le lire et de le comprendre. Donc, il faut que ça puisse être accessible, ergonomique et désirable, engageant, que ça donne envie. Donc, c'est pour ça qu'on voit ces Lego, ces Playmobil. Bon, il n'y a pas que les Lego et les Playmobil, il y a X manières de réaliser ces maquettes. Le tout, c'est vraiment voilà, d'aménager un espace de dialogue, de rendre accessible la conversation, la discussion autour du projet et d'aider à l'inscrire dans les têtes quand on en parle, parce qu'on est capable de bouger des éléments, de redessiner d'autres scénarios, alors qu'on en parle, ça soutient le dialogue et ça favorise une inclusion. Voilà, je suis désolée, c'était un petit peu laborieux, j'avais perdu ma troisième idée, mais j'espère que vous avez compris l'idée principale. Non, grâce à nos auditeurs Merci. très attentifs, on a pu avoir le troisième point. On va te donner l'occasion de respirer un peu, mais je reviens tout de suite vers toi pour peut-être que tu nous donnes une ou deux illustrations un peu concrètes. D'ailleurs, si il y a des choses que tu veux qu'on montre ou il y a des choses qu'on peut aller chercher sur Internet pour montrer, c'est tout à fait possible. Donc, réfléchis à ça. Et en attendant, je vais donner la parole
à Agnès Benaza qui nous l'a demandé et qui travaille sur le Lab Innov de la CNAM. Alors, est-ce qu'elle peut s'exprimer? Eh bien, merci beaucoup, Ama, de me donner la parole, mais en fait, non, je ne l'avais pas demandé. Je pense qu'il y a confusion avec quelqu'un d'autre. Alors, il y a un bouton qui s'appelle lever la main, et si vous appuyez dessus par mégarde, vous risquez d'avoir la parole. Alors, peut-être. Voilà. Peut-être, pardon. Donc, il n'y a pas de souci, mais alors, ça tombe assez bien parce que si c'est vous êtes bien au Lab Innov de la CNAM, hein, je ne me suis pas trompé. Oui, tout à fait. OK. Et alors, vous travaillez peut-être avec des amis designers du cabinet Atoma qui sont là et qui nous écoutent aussi. Et donc, c'est peut-être l'occasion de leur donner la parole sur ce qu'ils ont entendu de la part de Marie au cours de ces premiers échanges. Donc, je ne sais pas si ils peuvent prendre la parole et nous dire un mot de ce qu'ils font avec la CNAM. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Ouais, oui. Bonjour, donc c'est Noémie Longaven, je parle pour l'agence Atoma. Bonjour Agnès, ravie de voir que tu participes aussi à ce webinaire. Je suis également avec Élodie de l'Église qui travaille donc avec l'équipe Atoma. On travaille avec la CNAM effectivement sur 3 beaux projets en ce moment, 2 accélérateurs et le Lab Innov, donc dans lequel travaille Agnès. Peut-être vous pourriez alors mettre la caméra si vous le pouvez et puis nous dire un mot de l'utilisation justement du design dont on parle depuis un moment avec Marie tout à l'heure et de ce que ça apporte peut-être comme valeur ajoutée singulière à des projets comme celui qui sont conduits comme celui qui est conduit au niveau de la CNAM. Alors, je crois que je ne peux pas activer ma caméra, donc je reste une voix sans visage. J'ai écouté attentivement ce qu'expliquait Marie. On est complètement raccord et d'accord avec tout ce qui a été dit. Ça fait toujours du bien d'entendre la communauté d'idées qui existe. Nous, on vient tout juste de commencer à travailler avec l'équipe de la CNAM. Il y a une petite coupure. Et effectivement, on est sur une approche un petit peu plus... voilà, j'ai la caméra qui s'est activée. Bonjour à tous. Et donc, on est sur une approche design de service, design thinking. Donc, à la fois sur un accompagnement aux méthodes je suis intimidée de montage de ces accélérateurs et de ces démarches et de facilitation. Merci Élodie. Donc voilà, non, il y a des souffles. C'est un chantier énorme. Alors, il y aurait beaucoup de choses à en dire. Mais voilà, ce qui est super, c'est qu'on travaille du coup en binôme avec les équipes déjà en place à la CNAM. Donc voilà, de travailler avec des personnes qui sont déjà justement, comme le disait tout à l'heure Marie, acculturées et déjà dans l'état d'esprit. Donc ça va être intéressant de travailler ensemble. Moi, ce que je note, merci beaucoup de cette intervention à brûle pour point, comme on dit. Ce que je note, c'est que depuis que l'IFEP existe, que l'Institut français d'expérience patient cherche à développer par tous les moyens la prise en compte de l'expérience patient comme un moyen d'améliorer la qualité des prises en charge, on voit des interactions de plus en plus fréquentes avec des gens qui viennent du design et qui nous disent, voilà, nous, on pense qu'on a quelque chose à faire valoir, que habituellement on n'utilisait pas trop, même dans les approches pluridisciplinaires qui étaient, parce que l'hôpital c'est déjà un endroit où se côtoient plein de métiers, plein de disciplines, donc en faire venir de nouvelles, il y a eu les responsables qualité, c'était déjà quelque chose, alors des designers, c'est encore un champ culturel à franchir, et donc on a eu vers nous, certains sont devenus membres de l'IFEP, mais certains continuent d'avancer de leur côté, on a vu
plein d'initiatives qui étaient portées par ces approches design. Alors, j'ai essayé de mobiliser tout le réseau des gens que je connaissais, et je vois que, par exemple, on a Iris Roussel qui est avec nous, qui dirige aussi un cabinet dans lequel on essaie de promouvoir ces notions de design. Donc, j'ai envie, là encore, de lui donner la parole et puis de voir si elle a une réaction particulière par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant sur le sujet. Et là encore, je pense que ce qui intéresse la plupart de ceux qui se sont connectés, il y a près de 150 personnes, donc c'est super. Bonjour Iris. Mais voilà, en pratique, je travaille dans un établissement de santé, j'ai envie de développer la prise en compte de l'expérience patient, et puis je me dis, tiens, j'entends parler de design, c'est sûrement des démarches originales, on dit qu'elles sont ludiques, elles sont mobilisatrices, fédératrices, et Marie nous a rappelé à quel point il y avait des interactions qui étaient focalisées sur l'usage. Ça tombe bien, la plupart du temps, les projets, ils achoppent parce qu'on reste un petit peu trop dans la théorie et on ne va pas assez sur les usages. Donc, Iris, peut-être dans l'expérience de Osiris Santé, des exemples concrets de mise en application du design pour promouvoir l'amélioration de l'expérience patient. Merci Ahmad de me passer la parole. D'abord, je tiens beaucoup à remercier Marie pour votre intervention. Vous m'avez beaucoup inspirée quand j'ai fait mes études. En tous les cas, c'est entre autres grâce à vous que je travaille dans la santé, même si ça remonte un petit peu maintenant. Quelques applications concrètes. Je peux prendre un exemple d'ailleurs où Marie Coirier, mais vous me contredisez peut-être, vous avez aussi participé à un appel à projet de la CNSA qui a financé des projets donc portés par des designers et co-construits avec des structures sanitaires mais aussi médico-sociales. Nous, dans ce cadre-là, on a travaillé pour l'association L'Adapt sur l'inclusion de jeunes en situation de handicap. Donc le but était véritablement de pouvoir, dans un premier temps, comprendre quels sont les besoins, les usages, les points bloquants dans les parcours de vie que des jeunes qui vivent dans des établissements médico-sociaux, quelles sont leurs capacités, mais aussi leurs freins à s'inclure socialement une fois qu'ils sont accompagnés à vivre en autonomie sur un territoire. On avait travaillé sur le territoire de Cambrai. Et donc, dans ce cadre-là, on a mobilisé tous les acteurs de l'écosystème, vraiment, comme disait Marie, pour co-construire des solutions. Très concrètement, là, une solution qui a émergé, c'est un nouveau service, un réseau de parrainage entre habitants du territoire et jeunes en situation de handicap pour les accompagner pas à pas, à mieux comprendre le quartier dans lequel ils vont s'inclure, pouvoir aller rencontrer les voisins, des choses qui vous semblent évidentes mais qui sont pas aisées pour des jeunes en situation de handicap. Et puis surtout, ce réseau de parrainage, l'idée comme ça peut paraître assez simple, il est soutenu par tout un écosystème territorial où on a construit et modélisé un nouveau modèle organisationnel où les jeunes en situation de handicap ont la même voix que la mairie, par exemple, qui est inclus, le centre social, l'ADAPT. Et tout le but, et c'était aussi le but de la CNSA, c'était de dupliquer et déployer cette solution. Voilà un exemple, et peut-être en deux mots, et si ça en intéresse certains, on en parlera la semaine prochaine, mais je ne veux pas du tout voler la vedette à Makwevi et ce très beau webinaire sur le design, mais on applique aussi le design à l'évolution culturelle des établissements de santé. Et typiquement, c'est un projet qu'on parte avec un bel établissement qui s'appelle Calidial en néphrologie, et dont la médecin directrice se dit comment est-ce que je crée aussi un modèle d'établissement en faveur de l'expérience patient, mais concrètement, ça veut dire quoi dans nos processus? Est-ce qu'on co-construit tout avec les patients? Il y a des patients, par exemple, salariés dans l'établissement de santé. Comment est-ce qu'on pense l'ensemble du modèle organisationnel autrement pour porter un projet de santé, un projet d'établissement en faveur d'une culture du partenariat avec le patient? Et le design peut aussi s'appliquer à cette échelle-là. Et si jamais ça vous intéresse, on intervient à Saint-Oxpo Live mercredi prochain. Ama, tu es bien sûr le bienvenu aux côtés de Calidial, surtout donc le partenaire où vous pourrez entendre une médecin et une patiente qui ont utilisé et co-utilisé avec nos designers des méthodes du design. Ok, super. Merci beaucoup Iris. Et j'y serai aussi sur Saint-Expo Live. On a une séquence. Tout à fait, oui, on est inscrits et on sera ravis de te retrouver là-bas. Le jeudi. Bon, je vois que ça suscite en tout cas des réactions, c'est super. J'ai Lise Burgade qui, on a parlé des appels à projets, on a parlé de pas mal de choses. Donc Lise, est-ce que tu peux prendre la parole? Tu nous entends? Oui, super. On peut peut-être même te voir. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Ama, Marie.
On t'entend, Lise. Tu peux prendre la parole et peut-être même… Et la vidéo. Ouais, Ce que peut-être je peux apporter en complément à l'issue d'une démarche que j'ai faite d'analyse, de démarche de design conduite dans le secteur médico-social, je me suis intéressée pas à votre démarche Iris, mais à d'autres démarches que la CNSA a soutenues dans le cadre de l'appel à projet de 2018 que j'avais contribué à monter avant de quitter la caisse, et sur ces approches finalement de problématiques d'aménagement, de participation des familles, ou de pratiques d'accompagnement dans le médico-social par le design. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la façon dont finalement le design a vraiment une portée transformatrice sur le plan de la culture métier. Je pense qu'on a avec le design une approche, une méthode, des outils, des compétences qui viennent rendre concret cet engagement de l'usager au centre, qui est beaucoup dans le discours dans notre secteur, mais parfois moins facile à transcrire en pratique. Je trouve notamment, pour rebondir sur ce que vous dites Iris, sur les modalités de participation des usagers à leur accompagnement, avec l'observation empathique en immersion, avec le test aussi, la mise en situation d'usage des idées de solutions, des prototypes de solutions, on donne du pouvoir aux usagers dans le processus de conception, parce qu'ils utilisent ou ils n'utilisent pas, ils utilisent de manière conforme ou non à ce qui avait été envisagé. Et puis une transformation également, et ça c'est peut-être, ça apparaît de manière moins évidente, une transformation d'ordre managérial à mon sens. C'est aussi la culture managériale qui peut évoluer. Il peut y avoir des lignes qui bougent sous l'effet de démarches de design parce qu'elles promeuvent la collaboration, la participation des professionnels de première ligne qui n'ont pas souvent la parole dans la conception d'offres de services ou d'amélioration de l'accompagnement. Ça fait de la place aux émotions, à la sensibilité, à l'humanité finalement qu'on a tous en nous, et c'est peut-être là des graines aussi à faire germer pour évoluer vers des modèles managériaux un peu plus humains, un peu plus respectueux des compétences des professionnels, autonomisants et vers une symétrie des attentions, quoi. Donc ça, c'est un peu la conviction que je me suis forgée en analysant des démarches de design dans le secteur médico-social. Super, merci beaucoup Lise. Et ça répond d'une certaine manière à une question que je viens de lire sur le forum, en tout cas en partie. Certains nous demandent, mais c'est à l'initiative de qui, en fait, le fait de convoquer les approches, les méthodes du design dans une organisation qui veut améliorer l'expérience des patients? Est-ce que c'est une idée, une lubie du dirigeant, des dirigeants de l'établissement? Est-ce que ce sont les équipes qui sont à l'origine et dans une démarche ascendante proposent des nouvelles méthodes pour y travailler? Est-ce que, comme Marie, on a dans les compétences à l'intérieur de l'établissement des gens qui maîtrisent suffisamment ces enjeux du design, ou est-ce qu'il faut aller chercher ces compétences à l'extérieur dans des cabinets spécialisés? Donc voilà, peut-être Marie, c'est l'occasion de te redonner aussi la parole. Comment on fait quand on se dit, tiens, j'ai écouté le webinaire de l'IFEP sur le design, c'est sympa, mais maintenant, comment je fais pour implémenter ça dans mon établissement? Et il nous reste une dizaine de minutes, donc voilà, je pense que nos auditeurs, ils aimeraient avoir des réponses à cette question. Et ils ont raison. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai entendu maintenant à mon échelle? Alors, déjà, je voudrais très, très, très brièvement expliquer notre itinéraire à nous, le LABA. Donc le LABA, ça veut dire laboratoire de l'accueil et de l'hospitalité, et donc on travaille au GHU Paris Psy, ce sont les hôpitaux psychiatriques de Paris. Donc sur un malentendu, nous avons rencontré le directeur à l'époque de l'hôpital Sainte-Anne, il y a à peu près 7 ans, qui avait en perspective la fusion des hôpitaux de Sainte-Anne, Maison-Blanche et Péré-Vaucluse en un seul groupe, les nouveaux groupes, le GHU, Paris, Psy et Neurosciences. Il avait entendu parler du travail de ma collègue Karine Delanoë-Vieux, avec qui nous avons donc cofondé le LABA en 2016, qui a construit et animé pendant 15 ans la ferme du Vinatier, c'est le centre d'art intégré de l'hôpital psychiatrique du Vinatier à Bron, en banlieue de Lyon. Donc l'entrée, elle s'est faite par la culture. Le métier de responsable de projet culturel, développement culturel, animation d'une politique culturelle d'un établissement, il est né dans les années 2000 des lois culture à l'hôpital.
Donc, c'est par cette entrée que moi-même, je me suis glissée dans la porte ouverte par ma collègue Karine. Et je le dis à moitié en rigolant, ce côté sur un malentendu, parce qu'en vérité, la commande que M. Chassagnol avait faite ne correspond pas tout à fait à ce qu'il a obtenu. C'est-à-dire, il avait en tête une délégation culturelle qui allait pouvoir travailler pas uniquement sur une dimension démocratisation culturelle, alors qui est déjà une dimension très forte et très importante, mais plutôt de dire qu'il faut travailler sur la culture commune de ces nouveaux établissements. On est très prudente avec cette notion de culture commune parce qu'elle ne se décrète pas, elle s'aménage, elle se tisse, elle se prépare. On était avec 3 établissements qui avaient 150 ans d'âge, qui avaient toujours travaillé les uns avec les autres. Ça n'allait pas se faire du jour au lendemain. Donc, on est arrivé avec une approche, je pense, qui parle à Iris Roussel, vraiment travailler sur la culture de ces établissements, les cultures hospitalières, les cultures professionnelles de ces 3 établissements. Donc, on est arrivé vraiment sur un projet de croisement des compétences du développement culturel et du design pour travailler plutôt sur une forme de laboratoire d'innovation culturelle des hôpitaux psy de Paris. C'est rarissime, il faut quand même le dire, de pouvoir intégrer des compétences comme les nôtres. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on travaille en psychiatrie, qui est une discipline dite un peu plus protégée? Je ne sais pas. En tout cas, à la faveur de cette création d'un nouvel établissement, évidemment, il y a eu la possibilité de recruter nos compétences. Et nous ne sommes pas que 2, nous sommes 4 salariés, donc 3 designers, 1 responsable culturel. On a également un étudiant thésard, doctorant en histoire en contrat CIFRE, toujours aussi un stagiaire en design chaque semestre, parce que les étudiants en design ont beaucoup d'appétit pour le milieu de la santé, mais comment se former à la spécialité de la santé, du travail à l'échelle du soin? Les écoles de design s'en saisissent encore un peu trop timidement, donc on les accueille en stage, et on a aussi un service civique, donc voilà, c'est pour vous dire, on saisit toutes les perches existantes. Il y a les hôpitaux universitaires de Strasbourg qui ont eux aussi, avec cette entrée culturelle depuis 15 ans, la fabrique de l'hospitalité, qui était à l'origine 2 responsables culturels qui ont intégré les compétences du design plutôt sur des formes de prestations externes. Et sinon quoi? Amad, tu disais tout à l'heure qu'il y a eu la qualité, il y a eu les directions de la communication, il y a eu la culture à l'hôpital. Toutes ces professionnalisations de nouvelles fonctions à l'hôpital, elles sont récentes. Le design, il est dernier arrivé. Et pour le moment, il est encore vraiment peu représenté. On est donc 2 laboratoires en France à avoir intégré la compétence de design. En revanche, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et moi, je crois beaucoup dans ce mouvement-là. Des personnes d'horizons divers se forment au management du design, à la connaissance de la méthodologie du design et deviennent ces fameux traducteurs, interlocuteurs, ponts dont je parlais tout à l'heure. Quand ils agissent depuis l'intérieur du champ sanitaire, je sais qu'il y en a quelques-uns, notamment une qui nous écoute là, ça devient des promoteurs en interne de la démarche, promoteurs sans lesquels il n'y a aucune chance en fait pour un designer qui arrive de frapper à la porte d'un établissement hospitalier, d'une clinique, s'il n'y a pas à une échelle de décision assez haute, quelqu'un qui a été formé, qui connaît l'intérêt et qui est capable de manager, d'écrire des commandes, etc. Donc il y a vraiment cette nécessité. Je rebondis du coup sur une question d'un spectateur anonyme. Y a-t-il des formations pour une reconversion en design, des conseils? Il y a vraiment ces 2 voies. Est-ce qu'on veut être designer? C'est pas forcément toujours un bon choix. Parfois, c'est presque plus important d'être promoteur des compétences du design parce qu'il en existe encore assez peu et qu'ils sont des réels ponts culturels et professionnels entre des milieux finalement
très exogènes. Le secteur sanitaire et celui du design ne peuvent pas se rencontrer comme ça sans un intermédiaire capable de dialoguer, de traduire. Donc moi je crois beaucoup à ces professionnels hybrides qui sont pleinement intégrés, formés et porte-voix dans leur secteur, qu'il s'agisse du médico-social dont Lise parlait, du secteur sanitaire et d'autres, et qui sont capables de dialoguer après s'être formés avec des designers dont ils managent les compétences. Donc il n'y a pas forcément une nécessité de les intégrer comme nous sommes intégrés le LABA au GHU, mais en tout cas d'avoir intégrer ces professionnels capables de faire le pont. Schématiquement, voilà un peu les deux façons qu'on a identifiées. Pour être tout à fait transparent, on s'interroge aussi sur notre avenir à nous, le LABA. Donc maintenant, ça va faire 5 ans qu'on existe. Est-ce qu'on a vocation à essaimer sous cette même forme dans d'autres établissements hospitaliers? Je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est vraiment en question. On a écrit et qui va sortir dans pas longtemps un article dans la revue Gestion hospitalière là-dessus. Est-ce que d'abord il ne faut pas figer le modèle du LABA dans une forme, mais plutôt diffuser une culture de la conception en design plus largement pour permettre à d'autres modèles de se développer, labo intégré ou pas, et si labo intégré n'intégrant pas forcément les compétences des designers. Et oui, je voulais juste dire aussi un point important. Quand on est intégré, quand on est designer intégré, c'est pas simple en fait de rester, de garder sa vocation en fait à avoir un pied dans la porte et à être un peu le poil à gratter, capable d'alimenter des controverses, d'avoir un esprit critique, de challenger son établissement, ses organisations, etc. Donc au LABA, on cultive comme ça cette position un peu dedans en dehors, mais elle n'est pas simple à tenir, cette position. Elle nécessite vraiment d'être un peu toujours tiraillée entre le fait d'être toujours très intégré à un écosystème extérieur du champ du design, de l'innovation, de la création, et en même temps très intégré à son écosystème interne de collègues de la direction générale, de tous les professionnels avec lesquels on travaille. Donc comme c'est une position qui n'est pas simple à tenir, mais qu'en même temps, c'est celle qui nous permet de plus d'efficacité. Disons que pour qu'on puisse toujours être capable d'alimenter, de ne pas se reposer sur ce qu'on sait faire et d'être capable de voir, de ne pas devenir aveugle sur la forme de nos organisations, sur ce qu'on propose à nos usagers, peut-être qu'il faut proposer, par exemple, je ne sais pas, régulièrement un roulement, que les équipes ne soient pas toujours les mêmes. C'est pour ça que moi, j'aime quand même bien ce modèle d'acculturation au design de la part avec des prestataires extérieurs. Des prestataires extérieurs. Qui se renouvellent, qui changent et qui amènent quelque chose. C'est ça. Il faut être capable de continuer à challenger son établissement. Et pourtant, je vous parle de ça alors que je suis moi-même intégrée, mais on s'interroge très concrètement sur cette vocation. Est-ce qu'on essaime sous cette forme ou pas? Je pense qu'il y a un vrai enjeu à la formation, à la culturation de manière générale. Mais à mon avis, pour l'inscrire dans une pérennité, il faut vraiment pouvoir miser sur un renouvellement régulier de ces professionnels, toujours capables de mettre au défi, de critiquer, de proposer des outils nouveaux, des approches nouvelles, et de surtout pas s'encrouter dans une routine, parce que sinon on va comment dire oui, il va y avoir un phénomène de sclérose comme on connaît dans d'autres endroits. Écoute, on touche à la fin de cette première partie du séminaire. On va comme d'habitude la prolonger en comité plus restreint avec nos membres. Merci beaucoup de ton intervention, Marie. Je crois qu'on a pu répondre à pas mal de questions, et puis grâce à Émilie,
notamment, on a la possibilité de savoir qu'il y a une visite d'études approfondie du LABA pour ceux qui veulent en savoir plus. Le lien est disponible dans l'espace de discussion. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à ceux qui ont progressivement pris la parole pour apporter leur contribution. Donc, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour notre prochain webinaire. Et on va donner rendez-vous à ceux de nos membres qui veulent prolonger la discussion sur le design avec toi, Marie, sur le canal pour lequel ils ont reçu un lien particulier. Merci à tous.